Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à cet épisode de prototype dans lequel je vais te montrer le jeu Hellbringer, qui est un jeu designé par Maxime Gauthier, un auteur de jeux québécois. Donc c'est un jeu qu'on a reçu une version prototype. Je te résume un petit peu comment le jeu fonctionne, puis ensuite on va rentrer plus spécifiquement dans les règles. C'est donc une vidéo qui va t'apprendre comment jouer. Je te le dis tout de suite, comme nous recevons une somme en échange de cette vidéo-là, je m'abstiens d'en faire une critique détaillée. Je vais me contenter de t'expliquer le jeu et te laisser décider si c'est quelque chose qui t'intéresse ou non. Fait qu'est-ce que c'est Hellbringer? C'est donc un jeu de cartes avec un plateau sur lequel on va placer différents monstres. C'est un jeu inspiré des jeux de type Diablo. On va donc creuser à l'intérieur d'un donjon, explorer un donjon qui est représenté par un deck de cartes. Dans ce donjon-là, on va trouver de l'équipement, des compagnons, des améliorations d'armes, des pouvoirs, etc., etc. Et on va trouver aussi des monstres. Les monstres, on va les placer sur un plateau général et les monstres vont avoir une espèce de score de discrétion que nous devrons tenter de battre pour pouvoir voir le monstre. Si on voit le monstre, on peut essayer de l'attaquer, puis on va essayer d'éliminer les monstres. En éliminant des monstres, on va gagner de l'expérience, on va pouvoir améliorer son personnage, équiper de l'équipement plus fort, équiper des compétences plus fortes, tuer plus de monstres, etc. Puis progresser comme ça. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans ce deck de cartes-là, on va donc révéler des nouveaux lieux. Puis quand on va révéler le dernier lieu, à chaque fois qu'on va révéler des lieux, il va y avoir des effets des monstres. On va aller lire dans un livret de campagne des éléments narratifs qui vont venir avec le jeu. On va gagner des bonus. Et en révélant ces lieux-là, éventuellement, on va révéler un boss qui va être en fonction du scénario qu'on va avoir choisi. Si on réussit à éliminer ce boss-là, on va gagner la partie. Si les monstres nous éliminent tous en même temps avant qu'on élimine le boss, on va perdre la partie. Fait que donc, ce que je vais faire dans cette vidéo-là, je t'explique comment on met le jeu en place. Je passe ensuite les règles quand même dans le détail pour te montrer comment on y joue pour que tu puisses te faire une idée à savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et je vais revenir avec un petit commentaire à la toute fin du vidéo. Je précise, c'est super important, que tout ce que tu vas voir, c'est encore un élément prototype. Là. C'est écrit clairement sur le livret de règles. C'est une version qui n'est pas encore terminé. Donc le graphisme des cartes peut changer, il y a des éléments de règles qui peuvent avoir changé par rapport à ce que je t'explique, le plateau principal, les composantes, les crayons. C'est un jeu que tu vas écrire sur ta fiche de personnage. Les dés sont définitivement pas finis, même si je les aime quand même bien, c'est des petits dés en bois. Mais bref, il va y avoir des éléments qui vont changer, la version n'est pas encore terminée. Fait que garde ça en tête, puis maintenant je t'explique comment ça fonctionne. Donc, au niveau de la mise en place, la première chose qu'on va avoir à faire, c'est de créer notre pile de cartes communes. Il y a une énorme deck de cartes comme ça ici, qui ressemble à ça ici, qui sont les cartes communes. On va avoir créé différentes piles pour organiser notre partie, et dans chacune de ces piles-là, on va avoir à placer des cartes combat, des cartes tombes et des cartes cryptes. La première chose qu'on va faire donc, c'est en partant du deck de piles de cartes communes, c'est de prendre un certain nombre de cartes selon le nombre de joueurs. À 1 joueur, ça va être 8 cartes. À 2 joueurs, ça va être 10 cartes. 12 cartes à 3 joueurs. 14 cartes à 4 joueurs. Et on va faire ça 4 fois. Dans mon cas, j'ai installé une partie solo, donc j'ai mes 4 paquets de cartes de 8 cartes chaque. Qu'est-ce qu'on va faire dans chaque paquet? C'est qu'on va aller préparer les piles 1, 2, 3 et 4 qu'on va mettre sur la pile 5. La pile 5 étant le reste du deck. Comment on va préparer ces piles-là? Commençons par les cartes combat. On va mettre dans chacune des piles une carte par joueur. Je joue une partie solo, j'ai donc une carte combat par pile. Ça serait donc évidemment 2 cartes à 2 joueurs, 3 cartes à 3 joueurs, ainsi de suite, jusqu'à 4 joueurs. On va mettre dans chaque pile une des cartes tombes. Cette fois-ci, on fait attention de voir quelle carte on met dans chaque pile. Dans la pile 1, ça va être le tombe 2. Ensuite, le tombe 3, tombe 4. Et tombe 5. Le tombe 1, il est déjà imprimé sur le plateau. C'est pour ça qu'on va commencer avec tombe 2. Fait que j'ai pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Une fois que ça c'est fait, là, on va pouvoir brasser ces dites piles. Fait qu'une fois qu'on les a, je les brasse. Je vais brasser chacune des 4 piles comme faut.
Et quand mes 4 piles sont brassées, ben on va aller placer les cartes en placement en dessous de chacune des piles. Fait qu'on a dans l'ordre la crypte, la cave, l'enfer et le tombeau. On peut facilement voir l'ordre aussi parce qu'on a des petits plus juste au-dessus. Fait que plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, première, deuxième, troisième, quatrième pile. Fait que ça, on va aller les placer en dessous de chacune des piles. Fait que 1, 2, 3 et 4. Quand c'est fait, ben avant de mettre tout ça sur ma pile 5, de la pile 5, on va prendre 4 cartes par joueur et on va distribuer ça à chaque joueur. Moi, je suis dans une partie en solo, donc je vais prendre 4 cartes. C'est ma main de départ. Le reste des cartes combat, on n'en aura pas besoin pour cette partie-là. On peut les remettre dans la boîte. Fait qu'ensuite, on empile. Donc, pile 5, pile 4, pile 3, pile 2 et pile 1. Fait qu'on se rappelle, dans une pile, il y a une carte combat. Les cartes combat sont recto-verso. Il y a brassé dedans une carte tombe. Et à la fin d'une carte pile, il y a la carte emplacement pour mener à la pile suivante. Fait que donc, j'ai ma pile 1 sur le dessus. Quand ça c'est fait, ma pile commune est créée. La prochaine étape, ça va être de choisir quel scénario on va faire dans ce jeu de type campagne. Fait qu'on a différents scénarios. Chaque scénario va avoir un boss différent. La carte démon que je dois choisir peut avoir des règles selon si je joue en standard, si je joue dans un mode infernal, donc plus difficile. Peut avoir des effets qui s'appliquent, des restrictions sur les classes qu'on va pouvoir choisir. Il peut y avoir des cartes spéciales qu'on va avoir dans notre main de départ. Par exemple, celle-ci, si j'ai choisi la difficulté standard, ce que je vais faire, on me dit de commencer avec la carte élixir de départ dans ma main. Fait une fois qu'on a choisi notre scénario, on va donc aller chercher le démon qui est demandé. Dans ce cas-ci, c'est la succube. On a un deck de cartes comme ça ici qui est identifié démon. Je vais aller chercher la succube qui est cette carte-ci. Je vais la placer dans cet emplacement-ci. Fait que je sais quel est mon objectif pour cette partie-là. Ensuite, on va avoir un deck de monstres à préparer. Fait qu'on fait simplement brasser le paquet de cartes monstres. Et sur le dessus du paquet de cartes monstres, pour se donner une chance, on va avoir placé des monstres de départ. On va en placer 2, plus 2 par joueur. Je suis une partie solo. J'ai donc 4 cartes monstres à placer sur le dessus de ce deck-là. Pour le plateau général, ça fait pas mal de tours. Ce qui reste à faire, c'est qu'on se place évidemment notre deck de cartes communes qu'on s'est préparé. On va placer ça pas loin. On va avoir tous les dés du jeu. On se rappelle que j'ai une version prototype du jeu. On garde tous les dés pas loin. Il y a 2 types de dés d'attaque et il y a un dé d'activation des monstres qu'on garde également proche de la surface de jeu. Il ne reste maintenant qu'à faire que le placement de chaque joueur individuellement. Fait que chaque joueur va se prendre un petit plateau qui ressemble à ça ici. Dans le bas du plateau, on a une petite partie à attacher sur laquelle on va pouvoir créer nos modifications de caractéristiques. Pour l'instant, je vais le baisser un petit peu. Et chaque joueur va avoir à choisir sa classe. Fait que chaque classe est représentée par une carte dans le bas de laquelle le nom de la classe est écrit. Il y a 4 icônes dans chaque coin qui sont les mêmes pour chacune des classes. Et chaque classe a également une sphère dans le haut pour avoir une couleur qui est associée pour les distinguer les unes des autres. Dans mon cas, disons que je choisis une machine. Fait que ma carte va aller en plein centre de mon plateau. Chaque classe vient également avec une carte de départ. C'est d'ailleurs écrit sur la carte réservée aux machines. C'est aussi identifié comme étant une carte de départ et non pas une carte de la pioche commune. Cette carte-là, on va l'ajouter à sa main de 4 cartes qu'on s'est déjà fait distribuer lors de la création de la pile commune. Dans mon cas, comme j'ai choisi un scénario standard, je vais ajouter l'élixir de départ à ma main pour avoir ces cartes-là en main. Je peux me prendre une carte d'aide-mémoire pour m'aider avec l'iconographie du jeu. Et quand on a fait cette mise en place-là, ben là, on est prêt à commencer notre partie en tant que telle. La première chose qu'on va nous demander de faire dans la partie, c'est d'aller lire la carte tombe 1 et la carte cimetière, qui sont les cartes qui sont juste ici. La carte tombe 1 va me demander d'aller commencer à lire la narration qui est à l'intérieur du livret de campagne. Fait qu'on va avoir une partie où on a tombe 1, tombe 2, tombe 3. Fait qu'au fur et à mesure qu'on pige les cartes tombes, on va aller lire ces parties-là qui font tout simplement progresser la narration. Il peut y avoir des effets supplémentaires qui viennent avec les cartes tombes, ça je vais y revenir plus tard. Au niveau de la carte cimetière, qu'est-ce qu'elle va faire dans la mise en place initiale? Ben, comme je l'ai déjà dit, elle va faire apparaître un certain nombre de cartes monstres de départ sur le dessus de la page, ça on l'a déjà fait, mais elle va aussi me dire en début de partie, une fois qu'on a lu le premier tome, on va révéler un certain nombre de cartes de cette pile-là. On va révéler une carte plus une carte par joueur. Dans mon cas, je joue une partie en solo, donc un total de 2 cartes. Quand on révèle une carte, la première chose qu'on va regarder,
regarder pour l'instant, c'est sa valeur de perception. Si sa valeur de perception, l'œil, est supérieure à ma valeur de perception, ça veut dire que ce monstre-là, je ne le vois pas. Je dois donc le placer juste ici. Si sa valeur de perception est égale ou inférieure à ma valeur de perception, je vois le monstre, je vais donc pouvoir le placer dans cette zone-là. Si j'étais dans une partie multijoueur, on a également une zone à placer les cartes quand il y a juste certains des joueurs qui voient le monstre, mais pas tous les joueurs. Dans mon cas, le machin a une valeur de 3 de perception, donc je vois le premier monstre. Ce monstre a une perception de 0. Je vois également le deuxième monstre. Fait que là, une fois que cette première mise en place-là est faite, on va pouvoir procéder avec les mécanismes du jeu. Fait que quel est l'objectif, l'idée générale de Hellbringer? C'est qu'on descend dans une espèce de donjon vraiment à la Diablo et on va tenter d'aller vaincre le démon qui est le boss du scénario qu'on a choisi. Comment on fait pour trouver ce démon-là? Le donjon qu'on explore il est représenté par le deck de cartes communes qu'on va avoir préparé. Au fur et à mesure qu'on va piger des cartes dans ce deck-là, on le voit, on va parfois croiser des cartes combat qui vont faire apparaître des nouveaux monstres. On va parfois croiser des cartes tombes, comme je l'ai dit, où on va aller lire dans le scénario pour avancer au niveau narratif dans l'histoire, puis il va y avoir des effets mécaniques qui vont se passer. Et de temps en temps, on va piger des cartes emplacement. Quand on va piger une carte emplacement, on va aller remplacer la carte emplacement qui est juste ici. Ça va augmenter la valeur en perception de tous les monstres. Je reviendrai de plus en détail. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la dernière carte emplacement à la fin du dernier paquet, le tombeau, où on me dit de piger le boss. C'est l'icône ici qui représente le démon. Une fois que cette carte-là est sortie, fait qu'on voit ici après toutes ces cartes-là dans une partie solo, une fois que cette carte-là va être sortie, le démon va rentrer en jeu. Dans ce cas-ci, il y a 3 de perception, fait que je le verrai. Il y a le modificateur de perception, je reviendrai plus tard. Fait que si je vois le monstre, je vais le placer là, puis ensuite, je vais avoir à tuer ce monstre-là. Si je le tue, je gagne le scénario. Si je suis éliminé, mis hors de combat avant de réussir à battre le boss, j'ai perdu le scénario. Si on est dans une partie multijoueur, c'est pas un jeu qui a de l'élimination, fait que si je suis éliminé, je vais avoir une façon de revenir en jeu, mais si tous les joueurs sont éliminés en même temps avant qu'on batte le boss, la partie est perdue. Maintenant, avant de rentrer dans le tour de jeu, on va y aller avec quelques caractéristiques de base qu'on va tenter de bien comprendre avant de se lancer dans les règles. Fait que si je parle des 6 caractéristiques qui sont ici. Fait que tous les personnages ont ça. Les monstres ont également certaines de ces caractéristiques-là, pas toutes, mais en ont certaines. Fait que le principe est le même quand la caractéristique revient chez un monstre, chez un joueur, fonctionne de la même façon. Première caractéristique, les points de vie, donc le nombre de coups que je dois subir avant d'être éliminé. Deuxième caractéristique, l'armure. Dans ce jeu-là, il n'y a pas de marqueur progressif de points de vie. Donc quand je me fais attaquer, je vais additionner mes points de vie et mon armure, 35, puis l'ennemi doit égaler ou dépasser ça pour m'éliminer. S'il me fait juste 25, s'il me fait 30, il ne m'a rien fait du tout. Pourquoi il y a 2 valeurs différentes? Certains ennemis vont avoir la capacité d'ignorer l'armure, donc on va se concentrer juste sur les points de vie. Troisième caractéristique, ma valeur d'observation, de perception. Fait que ça, on en a déjà parlé, je l'ai déjà dit, ça me permet de savoir quel monstre je peux voir, quel monstre je ne vois pas. Ici, j'ai mon nombre de points d'action par tour. Ça détermine littéralement le nombre d'actions que je peux faire dans un tour de jeu. Ici, j'ai le nombre de cartes compétences que je peux avoir équipées en même temps. J'ai des petits marqueurs ici, j'ai un petit symbole ici. Fait que quand on va placer des cartes compétences, on va les placer à la droite de son plateau comme ça ici. Et dans mon cas, le machin peut en avoir 4 d'équipés en même temps. Et finalement, j'ai une limite de cartes en main que je dois respecter à la fin de chacun des tours de jeu. Fait que je vais descendre à 5 ou je vais piger jusqu'à 5 cartes à la fin de chacun des tours de jeu. L'autre chose que je vais dire pour l'instant avant de rentrer dans les règles, c'est que ces valeurs-là vont changer beaucoup pendant la partie. Et on a un petit plateau dans le bas sur lequel on peut écrire. Dans le proto, j'ai un petit crayon blanc pour écrire dessus, pour modifier mes valeurs. Fait que si je trouve une armure qui me donne par exemple 20 d'armure, ici je vais aller indiquer un 25 dans cette case-là. Si je monte de niveau et j'ai augmenté ma perception, il y a un équipement qui me donne plus 2 de perception, puis j'ai monté 2 niveaux de perception, je suis rendu à 7, je vais pouvoir l'écrire ici. Fait que j'aurai pas à revérifier tous mes équipements, toutes mes améliorations, toujours pour me rappeler j'en suis rendu dans mes différentes caractéristiques. Maintenant qu'on sait ça, quelle est la structure des tours de jeu? C'est très très simple en commençant par le premier joueur qui va être le joueur qui est à gauche du paquet de cartes communes là, qu'on va placer entre 2 joueurs. Dans le cas d'une partie solo, c'est assez facile de trouver ça va être lequel. Chacun des joueurs va prendre ses tours un à la suite de l'autre. Je suis seul, donc je suis seul à prendre un tour. Et quand tous les joueurs ont joué, les ennemis vont s'activer une fois, puis ensuite on recommence ça jusqu'à temps que la partie soit terminée.
Si on joue une partie à 4, les ennemis vont s'activer un petit peu plus souvent. Les ennemis vont s'activer après chaque 2 tours de joueurs. Donc les joueurs A, B vont jouer, les ennemis s'activent. C, D joue, les ennemis s'activent. On revient à A, B, ainsi de suite. Mais dans une partie de 1 à 3 joueurs, tous les joueurs jouent dans le sens horaire, puis ensuite les monstres s'activent une fois. Cela étant dit, comment fonctionne le tour de jeu d'un joueur quand c'est à soi de jouer? Au début de son tour de jeu, on va gagner un nombre de points d'action qui est égal au nombre d'éclairs qu'on a. Puis ces actions-là vont servir soit à activer des cartes qui sont déjà placées dans notre zone de jeu, fait que des équipements qu'on a de placer sur notre plateau qui vont aller dans cette case-là, des compétences qu'on va avoir placées précédemment, soit ils vont me servir à jouer des cartes de ma main. Quand je vais jouer une carte de ma main, je vais avoir grosso modo 2 choses à regarder. Je vais avoir la couleur de la carte s'il y en a une. Il y a des cartes noires qui sont les cartes génériques qui peuvent être jouées par tous les joueurs. Et il y a des cartes de couleur qui sont des cartes qui vont être spécialisées pour une classe. Dans ce cas-ci, c'est une carte rouge, c'est normal, c'est ma carte de départ de mes chiens, fait que c'est sûr qu'elle est de ma couleur. Fait que ces cartes-là vont se jouer un petit peu différemment. Pour l'instant, ce que je vais dire, c'est que pour pouvoir jouer une carte, il faut être capable de payer le nombre de points d'action qui est dans le cercle juste ici. Fait qu'au lieu d'aller dans des grandes explications très détaillées, ce que je vais faire tout simplement, c'est prendre les types de cartes une par une, le type de carte qu'on voit qui est juste ici. Fait que par exemple, ça c'est une carte de compétence, ça c'est une carte de potion, j'ai une carte de compagnon comme ça ici, puis je vais passer les cartes une par une en expliquant comment chacune de ces cartes-là fonctionne. Premier type de carte que je pourrais obtenir, ce sont des cartes équipement. Les cartes équipements sont représentées par ce petit symbole-là et vont avoir des clés de compatibilité qui sont juste ici. Fait que pour pouvoir jouer une carte équipement, comme je l'ai déjà dit, je vais avoir à payer le nombre de points d'action qui est juste ici. Ça tombe bien, j'ai 2 actions. Fait que je peux jouer la baguette d'éclair de feu. N'importe quelle classe peut équiper la baguette d'éclair de feu, mais on voit ici qu'il y a un petit cercle rouge dans le bas. Ça veut dire que si c'est la classe au cercle rouge, quel extraordinaire hasard, je suis cette classe-là. Mais cette classe-là va avoir un effet supplémentaire pour cet équipement-là, ça qui a une certaine logique. Fait que dans mon cas, disons que je paye mes 2 points d'action, je vais placer cette carte équipement-là. Comment on place les cartes équipements? On doit associer les clés comme ça ensemble. Fait qu'on voit que les cartes rouges sont les cartes qui vont aller juste ici. Ce sont généralement, pas généralement, mais ce sont des cartes armes. Il va y avoir les cartes de la deuxième main qui vont avoir la clé verte. Il va y avoir les armures qui vont avoir des clés bleues. Et il va y avoir les autres objets, les amulettes, les anneaux, les bagues, etc. qui vont avoir la clé mauve comme ça ici. Dès qu'on place une carte, les cartes peuvent potentiellement modifier nos caractéristiques. Dans ce cas-ci, on voit que je gagne 1 de compétences et si je suis le machin, je gagne 1 de compétences supplémentaires. Je suis à 4 de compétences, fait qu'en jouant cette carte-là comme ça ici, je vais pouvoir tomber à 6 de compétences. Fait que je l'écris directement sur mon plateau. Quand on joue une carte d'objet, on va gratuitement l'activer au moment où on la joue. Dans ce cas-ci, par exemple, elle me dit que je peux faire 2 dés rouges de dégâts à une cible, plus 1 dé rouge de dégâts pour chaque 2 compétences que je possède. Je suis à 6 de compétences, fait qu'en jouant cette carte-là, je pourrais tout de suite faire une attaque de 2 dés rouges, plus 3 dés rouges, une attaque de 5 dés rouges. Ça, je reviendrai à la fin du petit segment pour voir comment les attaques fonctionnent. Mais dans mon cas, on se rappelle qu'en la jouant, je modifie mes caractéristiques, je l'active immédiatement. À partir du tour suivant, ma carte objet va déjà être sur mon plateau, mais je vais pouvoir pour 2 points d'action l'activer une fois par tour de jeu. Chaque carte ne peut être utilisée qu'une fois par tour de jeu. Fait qu'à partir du moment que j'ai ma baguette d'éclair de feu, je vais pouvoir une fois par tour de jeu dépenser 2 points d'action pour activer la baguette d'éclair de feu. Et toutes les cartes équipement vont fonctionner de la même façon. Fait qu'au prochain tour, peut-être que je pourrais payer 1 point d'action pour jouer mon armure de cuir. C'est une clé bleue, donc je le jouerai ici. On voit que j'augmenterai ma limite de points de vie de 5. Donc je tomberai à 35 et j'augmenterai ma limite d'observation de 2. Donc je tomberai à 5 d'observation dans le bas de ma fiche. Je peux avoir un paquet de cartes différentes, fait que le bouclier sacré pour 2 points d'action, je peux le jouer et de façon passive, j'ai un 15 d'armure et je gagne une nouvelle action. J'ai une corne brumeuse qui se jouerait sur le mauve juste ici, qui viendrait ajouter 15 d'armure à tous les héros, qui est représenté par ce symbole-ci, et à tous les compagnons, qui est représenté par ce symbole-ci. Donc ça, c'est pour les cartes d'équipement.
Je viens de parler du petit casque, donc le symbole de compagnon. Fait que c'est un autre type de carte qu'on peut jouer. Le principe est le même, exactement le même que les cartes équipement. On va payer la valeur en point d'action qui est ici. Par exemple, pour jouer cet ensorceleur, ça me coûterait 1 point d'action. On a un endroit sur le haut de son plateau où on va pouvoir aller jouer ses compagnons. De façon générale, sauf exception, chaque joueur a une limite d'un compagnon en jeu. Au moment où on joue le compagnon, ça peut potentiellement modifier nos caractéristiques. Dans ce cas-ci, pour 1 point d'action, je pourrais jouer mon ensorceleur et ça me donnerait 2 points d'action supplémentaires. Fait qu'au lieu d'avoir 2 actions disponibles, j'en aurais 4. Et on va activer une fois gratuitement le pouvoir du compagnon qu'on a joué. Fait que dans ce cas-ci, on voit qu'il fait 2 dés de dégâts, mais cette fois-ci vert, à une cible. J'ai déjà dit qu'on reviendrait sur les types de dés de dégâts. Sur les dégâts, comment ça fonctionne. Fait que je pourrais pour 1 point d'action jouer ça ici. J'augmenterai ma valeur de point d'action à 4 et j'active ce compagnon-là une fois. À partir du prochain tour, disons que je suis dans cette configuration-là, ben pour 2 points d'action, je peux activer ma baguette de feu, mais le compagnon va s'activer gratuitement une fois par tour de jeu. Fait que lui va vraiment me donner des dés d'attaque supplémentaires à tous les tours de jeu que je vais pouvoir utiliser comme bon me semble, et ça ne me coûte plus de points d'action d'utiliser mon compagnon. Il y a une des classes, le druide, qui peut avoir plusieurs compagnons en même temps. Tous ces compagnons peuvent s'activer une fois par tour de jeu gratuitement. On a certaines cartes qui sont des améliorations qui sont représentées par cette petite gemme juste ici. Le principe est le même, on va payer le nombre de coups de points d'action, dans ce cas-ci c'est 0, et on va aller placer l'amélioration sur un objet de notre choix. On voit que les objets ont une place d'amélioration. Les objets du haut ici ont une place en haut, les objets du bas ils ont une place juste en dessous. Fait que disons que je vais le placer sur mon armure, je vais aller le placer pour qu'il y ait juste l'icône qui dépasse, je vais le placer juste ici, et ça va améliorer cet objet-là. Fait que dans ce cas-ci, ça augmenterait ma valeur de compétence de 1 supplémentaire pour me monter à 7. On voit que c'est peut-être quelque chose que je veux faire parce que j'ai un combo à créer si j'ai beaucoup de points de compétence avec ma baguette d'éclair de feu. Les améliorations, à partir de ce moment-là, sont collées avec cet objet-là. Fait que si je me débarrasse de cette armure-là pour équiper une armure plus forte plus tard, ben je vais me débarrasser de l'amélioration qui est collée avec la dite armure. Ensuite, je vais couvrir en même temps les cartes de potion et les cartes de défense. C'est des cartes qui ont ce petit icône-là juste ici en bas à gauche, ce qui veut dire que je peux les jouer à n'importe quel moment. C'est donc généralement des cartes qu'on va jouer pendant le tour des monstres. Fait que c'est des cartes qui vont me permettre, par exemple, d'éviter les attaques ou les effets spéciaux que les monstres vont me faire. C'est des cartes qui vont me permettre de réduire, de potentiellement faire une contre-attaque, de réduire le nombre d'attaques, d'éviter une attaque, d'augmenter ma défense, d'augmenter mes points de vie lors d'une attaque de monstre. Fait que ça, c'est des cartes de réaction défensive. Elles fonctionnent généralement de la même façon. Pour l'instant, on se rappelle que si je vois cet icône-là sur une carte, ça veut dire que je peux jouer cette carte-là à n'importe quel moment pour être capable d'activer l'effet de la dite carte. Et il me reste le gros morceau des cartes compétences. Comment les cartes compétences fonctionnent? Ils vont fonctionner de 2 façons, selon si j'ai une carte qui correspond à ma classe ou non. Quand on voit que les cartes compétences ont toujours une sphère de couleur, fait que parfois c'est la sphère noire pour montrer qu'elle est neutre, parfois c'est la sphère de ma couleur, dans ce cas-ci c'est rouge. Ça peut être les cartes du druide, du guerrier et du moine. Fait que comment fonctionnent les cartes compétences? Ben, premièrement, si j'ai des cartes compétences qui se correspondent à des classes qui ne sont pas la mienne, comme ces 4 cartes-là pour mon joueur, ce que je peux faire, j'ai une option, ben, je peux jouer la carte en payant le nombre de coups d'action qui est ici et en défaussant, dis-je, la carte. Ça devient des cartes instantanées. Fait que je pourrais, par exemple, si dans mon tour de jeu, j'ai 4 actions, j'ai attaqué avec ma maquette d'éclair de feu, je dis j'ai la carte frénésie en main, ben, je paye 2 points d'action pour utiliser une seconde fois sans frais un objet qui est équipé sur la case rouge dans mon même tour. Fait que je pourrais prendre 2 points d'action pour réattaquer une deuxième fois avec ma baguette d'éclair de feu, ce qui normalement est interdit. Je pourrais prendre 2 points d'action pour utiliser la carte assimilation, je pourrais prendre 3 points d'action pour utiliser point de tonnerre, 4 points d'action pour utiliser choc sismique. Ce qui est important, c'est que ces cartes-là, quand je vais les jouer, je vais les défausser. Je ne peux rien faire d'autre avec. Si j'ai des cartes qui correspondent à ma classe, fait que ça peut être soit des cartes noires qui correspondent à toutes les classes, soit des cartes spécifiques de ma couleur, mais je peux gratuitement, sans payer de points d'action, les équiper. Quand les cartes ont un coût de 0, c'est généralement un effet très mineur ou c'est un effet passif. Fait que si c'est un effet 0, fait qu'on voit que ça me permet d'équiper un deuxième compagnon. Fait que si j'équipe la compétence esprit animal, je vais pouvoir m'équiper un deuxième compagnon en haut. Les autres cartes, ben, ils vont avoir des coûts d'action, mais toujours gratuitement, je peux équiper des cartes qui sont de ma couleur à la droite de mon plateau de jeu en respectant ma limite de compétences que je peux avoir d'équiper en même temps. Présentement, j'ai une limite de 7. Dans mon tour de jeu, à n'importe quel moment, je peux payer un certain nombre de points d'action pour activer
l'une des cartes compétences que j'ai présentement à la droite de mon plateau sans la défausser parce qu'elle est de la couleur de ma classe. Fait que comme moi j'ai 4 actions présentement, ben pour 2 actions, peut-être que je devrais utiliser mon éclair de magie. Pour mes 2 autres actions, utiliser ma baguette d'éclair de feu. Peut-être que je préférais utiliser directement ma déflagration à 4 actions. Si je me rends à 8 actions, ben je vais pouvoir utiliser ces 3 cartes-là en même temps, ou je pourrais utiliser la carte qui coûte 5 actions à utiliser, plus la carte à 2 actions ici. C'est là qu'on va commencer à faire des effets de combo. Fait que les compétences pas de notre couleur, on les joue, on les défausse si on le veut. Les compétences de notre couleur, on peut les équiper gratuitement en respectant nos limites. Et ensuite, on peut les utiliser une fois par tour de jeu en payant le nombre de points d'action qui est demandé. Dans les autres choses qu'on peut faire dans son tour de jeu, là, dans le mode solo, on les utilisera pas très souvent parce que c'est des choses qui sont utiles juste en coopération, mais on peut gratuitement, une fois par tour de jeu, prendre une carte de sa main, disons que j'ai cette carte-là, j'ai le chasseur qui est dans mon équipe, le chasseur il est bleu, je peux gratuitement lui offrir cette carte-là. Il va avoir choisi une carte de sa main, on a le droit de se poser quelques questions, mais pas de dire ouvertement qu'est-ce qu'on a dans notre main. Et le chasseur va choisir une carte de sa main, il va m'en donner une en échange s'il accepte l'échange, puis comme ça, il va rajouter cette carte-là à sa main. Fait qu'on se rappelle que moi, je peux la jouer pour 5 actions, mais je vais la défausser, tandis que le chasseur, lui, peut l'équiper, puis la réutiliser à tous les tours de jeu. Il y a également certains effets qui vont nous permettre de ressusciter certains joueurs. Ça se peut que je trouve des potions, des sorts de résurrection, et un joueur qui a été mis KO, quand ça revient théoriquement dans l'ordre, à son tour, dans le tour de jeu, il va pouvoir aussi ressusciter. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans le détail. Maintenant, sans doute, on améliore son personnage, on équipe un paquet d'affaires, des compétences, des sorts, des armes. Pourquoi? Pour tuer des monstres. Fait que comment les attaques fonctionnent à l'intérieur de ce jeu-là? On va avoir beaucoup d'effets. Par exemple, celle-ci, ici, si je regarde ma carte, je l'ai déjà montré, qui vont me donner des dés d'attaque. Fait que si je prends, dans ce cas-ci, ma baguette d'éclair de feu pour attaquer, ben on voit que je vais lancer 2 dés rouges. Quand on parle des dés, on fait référence à ceux ici. On a des dés rouges, des dés verts. Le dé rouge va avoir des valeurs de 5 et de 10, mais va également avoir une face avec aucun résultat, alors que le dé vert n'a que des valeurs de 5, mais a 2 faces sans résultat, fait qu'il est un petit peu moins fiable. Et quand on va utiliser ces dés-là, on va avoir à respecter ce qui est demandé. Par exemple, mon éclair de feu me dit 2 dés rouges, plus un dé rouge pour chaque 2 compétences que j'ai. Là, on parle de la valeur et non pas du nombre de points du nombre de compétences que j'ai d'équipé, mais de ma valeur en compétences. C'est 7 dans mon cas, donc ça me rajoute 3 dés. Pour un total de 5 dés rouges, puis on me dit tu dois viser une cible. Fait qu'ici, dans ce cas-ci, je pourrais dire je dois choisir la cible avant de lancer mes dés. Ça aussi, le pouvoir me dit que je peux choisir après. Fait que je vais prendre mes 5 dés rouges, je vais dire j'attaque l'arachnide qui est là, je lance mes 5 dés, j'ai un résultat de 30. Pour voir si je bats le monstre, je dois additionner sa valeur en points de vie et en armure. Dans ce cas-ci, c'est 15. Si je bats cette valeur-là, ben là, je vais réussir à battre le monstre. Moi, si j'ai 15 ou plus, je vais réussir à battre le monstre. Beaucoup de monstres ont des caractéristiques. Lui, on voit, c'est une araignée, donc je peux pas l'attaquer avec les dés verts. Thématiquement, les dés verts, c'est les dés de poison. Fait que l'araignée, je peux pas l'attaquer avec des dés de poison. Fait que si j'avais des dés verts dans mon attaque, je pourrais pas les utiliser contre l'araignée. Il y a beaucoup d'effets qui vont me dire ignore l'armure, fais baisser l'armure, etc., etc. Fait qu'il y a beaucoup de cartes qui vont manipuler ces 2 valeurs-là, mais le principe, je lance mes dés et j'additionne, je tente de battre cette valeur-là. Si je ne la bats pas, disons que j'ai été malchanceux puis je n'ai roulé que 10, j'ai roulé ça ici, je suis pas rendu à 15, mais je peux quand même laisser la valeur dessus. J'ai dépensé juste 2 de mes 4 points d'action. Quand les attaques indiquent que je dois cibler une cible, comme c'est le cas sur cette carte-là, mais je vais pouvoir la combiner à une autre attaque qui dit la même chose. Par exemple, si je prends mon éclair du machin, l'éclair du machin me dit également dégâts à une cible. Fait qu'après avoir fait mon attaque d'éclair de feu, je me rends compte que j'ai raté mon attaque. Il me reste suffisamment de points d'action pour activer ça. Ben, je peux l'activer. On me dit que c'est 3 dés rouges à une cible. Fait que je vais lancer les 3 dés rouges. Je vais les additionner sur la même cible. Je suis rendu à un total de 25. Maintenant, j'ai battu le monstre. Fait que le principe des attaques va fonctionner aussi simplement que ça. Je décide quelle attaque je fais. Je vais activer la carte. Ensuite, je vais calculer les dégâts, je les place sur le monstre. Si je veux, je combine à une autre carte. Quand j'ai des compagnons, on se rappelle qu'ils attaquent gratuitement une fois par tour. On voit que lui fait des dégâts à une cible, fait que je pourrais les combiner avec une autre de mes attaques. Ça n'aurait pas pu être l'araignée parce que lui, justement, il fait des dégâts de poison. Certaines attaques vont me dire que ça fait des dégâts à toutes les cibles. Ben, elles ne se combinent donc pas avec une attaque qui fait un dégât avec juste
une cible. Les cartes qui font des dégâts à une cible se combinent entre elles, puis les cartes qui font des dégâts à toutes les cibles se combinent également entre elles. Mais dégâts à une cible, dégâts à toutes les cibles, ça se combine pas entre eux. Donc, il faut bâtir son engin pour être capable de combiner le plus possible ses attaques pour éventuellement aller chercher des grosses valeurs. Parce que là, on a juste des 15 au début, mais maintenant, on va avoir des 50, on va avoir des 80, on va avoir des 60, et on va avoir des 100 quelques quand on va arriver dans les boss. Et qu'est-ce qu'on fait quand on réussit à tuer un monstre? Dans mon exemple, j'ai réussi à descendre, à annihiler l'arachnide. Ben, ces cartes-là qu'on gagne, on va les tourner et on va les gagner en points d'expérience. On voit ici, il y a 5 caractéristiques que je peux augmenter. Je peux augmenter mes points de vie de 5, mon armure de 10, ma perception de 1, mon nombre de points d'action de 1, mon nombre de compétences de 1. Disons que je décide d'augmenter mon nombre de points d'action, je vais simplement placer la carte là et je vais aller modifier la valeur sur mon plateau. Dans mon cas, je suis à 4, donc là, je tomberai à 5 points d'action que je peux faire. Je pourrais tomber à 6 de perception, je pourrais tomber à 15 d'armure, à 40 de points de vie, ainsi de suite. C'est vraiment moi qui décide comment je vais construire. Si je réussis à tuer un deuxième monstre dans le même tour, ben je fais la même chose, je peux placer la carte au même endroit, il n'y a aucune limite dans aucune des caractéristiques. Fait que chaque monstre qu'on tue va venir améliorer notre personnage en allant augmenter ses caractéristiques en les plaçant à la gauche du personnage. Certains effets de jeu vont me permettre de réorganiser ces cartes-là. Si je le fais, j'oublie pas de modifier mes valeurs dans le bas, évidemment, en effaçant mes valeurs puis en réécrivant la nouvelle valeur qui est à côté. Et dans une partie multijoueur, si j'ai plus de cartes qu'un autre joueur, si par exemple on voit que j'ai 4 cartes d'amélioration, un autre joueur n'en a qu'une, quand je gagne une carte d'amélioration, je peux la donner à un autre joueur pour tenter d'équilibrer les forces. Je suis pas obligé de le faire, mais je peux le faire si je le veux. Quand j'ai fini mon tour de jeu, donc j'ai utilisé toutes mes actions, j'ai activé mes différents équipements, j'ai utilisé des pouvoirs, j'ai tué des monstres, j'ai donc gagné des cartes, etc. Qu'est-ce que je fais à la fin de mon tour de jeu? Ben, je vais regarder ce que j'ai dans ma main puis je vais décider de défausser des cartes si je le veux. Je vois que dans mon cas, j'ai ces 2 cartes-là que peut-être que je les trouverais intéressantes mais ne sont pas de ma classe, fait que je préfère ne pas les garder. Cet équipement-là, ça me tente pas plus qu'il faut de le garder non plus. On voit qu'il est meilleur pour le chasseur. J'aime beaucoup ma baguette. Ça, d'ailleurs, on voit que c'est un équipement à 2 mains. Et je le sais parce qu'il a 2 clés de compatibilité. Fait que quand je l'équipe, il faudrait que je le place comme ça. Fait qu'il faudrait donc que les 2 cases adjacentes soient libres. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que disons que je veux pas ces 3 cartes-là, mais je vais les défausser à la fin de mon tour de jeu. Elles sont perdues. À la fin de mon tour, je vais remonter jusqu'à ma limite de cartes en main. Fait que dans mon cas, on voit que j'ai eu à piger 3 cartes. L'une de ces 3 cartes-là est une carte recto-verso. Il y a 3 types de cartes recto-verso qu'on peut piger. Dans ce cas-ci, c'est une carte combat, mais j'aurais pu piger une carte tombe et j'aurais pu piger une carte emplacement. Quand on pige une carte recto-verso à la fin de son tour de jeu, on doit la résoudre immédiatement. Fait qu'on va aller expliquer rapidement qu'est-ce qu'elles font ces 3 cartes-là. Premier type de carte, les cartes combat, elles font toujours la même chose. Les cartes combat font apparaître des nouveaux monstres. Fait que je vais piger un monstre, je vais aller le placer sur mon plateau de jeu selon la perception du monstre. C'est un monstre que je vois, je vais donc aller le placer dans la zone des monstres que je vois. Puis ensuite, ça va être un nouveau monstre que je vais avoir à tenter d'éliminer. Pour compenser le fait que j'ai pigé une carte de moins, on me dit d'aller piocher une carte en dessous de la pioche commune. Fait que je m'en vais dans la pioche commune, je pige la dernière carte pour être sûr que ça ne fasse pas progresser davantage l'histoire, puis j'ajoute ça à ma main. Le deuxième type de carte que je peux piger, c'est les cartes tombes. Les cartes tombes, on va me dire d'aller lire la partie où on est rendu dans la narration, c'est tome 2, fait qu'on me dit va lire le tome 2 dans le livre narratif. Fait que je m'en vais chercher le livre narratif et on va aller lire le tome 2 pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la narration. Et il va y avoir un effet quelconque qui va s'appliquer, qui est variable pour chacun des tomes, mais qui est très très simple à gérer, donc je ne passerai pas tout un par un. Dans ce cas-ci, on me dit que je pioche une carte en dessous de la pige de monstre et on l'ajoute en point d'attribut. Fait que le fait d'avoir trouvé cette carte-là, ça donne un point d'expérience à tout le monde. Cette carte-là, on va aller la placer juste ici sur le plateau, une fois qu'on va l'avoir pigé. Fait qu'on va les piler une par-dessus l'autre. Le troisième type de carte qu'on peut piger, qu'on résout au moment où on les pige, c'est les cartes emplacement. Les cartes emplacement vont désigner qu'on progresse à l'intérieur du donjon. Fait que dans ce cas-ci, si je pige la carte crypte, c'est la première carte emplacement qu'on a préparée, ben on fait simplement ce qui est écrit dessus. Fait qu'on va me dire pige 2 monstres, fait que je pige 2 monstres que je vais ajouter en allant les placer selon la valeur de perception que moi j'ai, voir si j'y vois ou si j'y vois pas. Ensuite, on va dire à partir de maintenant, tant que cette carte-là est en jeu, tous les monstres ont plus 1 de perception, fait qu'ils ont 1, 4 et 6, et non pas les valeurs qui sont écrites sur leur plateau. C'est rappelé juste ici. Et cette carte-là aussi, je vais aller la placer
comme ça ici. Fait qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans ces decks de cartes-là, on va avoir de plus en plus de monstres qui vont apparaître. Les valeurs de perception vont être de plus en plus hautes, mais on va avoir de plus en plus d'effets positifs qui vont s'appliquer quand on va trouver les différentes cartes tombes. Fait que donc, à la fin de son jeu, on défausse autant de cartes qu'on veut. On repige, on refait sa main pour remplacer les cartes qu'on a défaussées. Puis ça va faire progresser l'histoire. Il y a des monstres qui vont apparaître avec les cartes combat. On va progresser dans les lieux. Et comme je l'ai déjà dit, c'est super important. Si on trouve la dernière carte de lieu, fait que si on trouve le tombeau, ben le boss, il va apparaître. Et ça va déclencher la fin de la partie. Fait qu'une fois que le boss est apparu, toutes les règles restent les mêmes. Fait que quand on trouve la carte tombeau, on va aller la placer sur le dessus ici. On va piocher. Cette fois-ci, on ne dit pas de piocher 2 monstres, on dit de piocher le boss. Fait que le boss va rentrer en jeu. En calculant son plus 4 de perception, on va regarder si je le vois ou si je le vois pas. Et là, le jeu va continuer comme je l'ai déjà expliqué en respectant exactement toutes les règles, mais cette fois-ci, le boss va rentrer, puis on voit que le boss, il y a des effets. Les joueurs, à chaque fois qu'ils attaquent, on va défausser 2 points d'attribut. Il va faire 10 des rouges de dégâts. Il faut faire 150 pour le tuer si je réussis pas à baisser son armure, fait qu'il est très difficile à tuer. Je vais avoir combiné plein d'attaques différentes à tuer. Puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'on réussisse à tuer ce boss-là ou que les monstres nous éliminent. Maintenant, que se passe-t-il quand c'est des monstres qui sont activés? Ben, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder s'il y en a. S'il n'y en a pas, on va aller sur le dessus de notre pile commune, on va piger les 5 premières cartes de jeu et on va les appliquer. On va commencer par regarder si on a pigé des cartes doubles. Si on n'en a pas pigé, on va tout simplement passer à l'autre étape. Si on a pigé des cartes doubles, on les applique. Dans ce cas-ci, on voit que je dois piger une carte monstre pour ensuite défausser cette carte-là. Ensuite, la carte cave, ben, ça me fait piger 2 cartes monstres supplémentaires que je vais aller placer, toujours en vérifiant si on les voit, si je les vois au niveau de la perception. Fait que si je les vois pas, je vais aller les placer juste ici. Et la carte cave, ben, elle va aller se placer juste ici. Fait que dans mon cas, il y a cet ennemi-là que je verrai pas parce qu'il est rendu trop en perception. Dans les cartes suivantes qui restent, on va les révéler. Puis chaque joueur va pouvoir en choisir une. Comme moi, je suis en solo, mais je vais pouvoir choisir l'une des cartes. Ça, c'est une carte monstre, c'est pas dans le bon deck. Fait que donc, les cartes suivantes, on les révèle. J'en choisis une. Peut-être que je choisirai l'étourdissement magique. Toutes les autres cartes sont défaussées. Mon étourdissement se rajoute à ma main. Et là, une fois que ça c'est fait, les monstres vont s'activer. Donc, au début de la phase de monstre, si plutôt il y avait déjà des monstres sur le plateau, on pige pas 5 cartes comme je viens de le faire, on va tout simplement passer directement à la phase d'activation de monstre. Si à l'inverse, après avoir pigé mes 5 cartes, il n'y a toujours pas de monstre sur le plateau, ben on fait simplement passer, on recommence avec le tour du joueur suivant. Dans mon cas, comme je joue en solo, ça reviendrait déjà à mon tour de jeu. Mais disons qu'il y a des monstres sur le plateau où j'en ai rajouté en pigeant mes 5 cartes. Ce qu'on va faire pour les activer, c'est qu'on va lancer ce dé-là, puis ça va déterminer qu'est-ce que les monstres vont faire. Si je roule le casque comme ils ont fait, les monstres vont attaquer strictement les compagnons. Si on roule le petit soldat, ils vont attaquer directement les héros. Si on roule les deux, ils vont attaquer les deux. Et si on roule ça ici, ils n'attaqueront pas, mais j'aurai à défausser 2 cartes de ma main. Qui est-ce qu'ils attaquent? Quels joueurs ils attaquent? Ben, comme je suis en solo, ils ne m'attaquent que moi. Si on est dans une partie de 1 à 3 joueurs, ils attaquent tout le monde. Fait qu'ils attaquent donc les compagnons de tous les joueurs, ou ils attaquent où il attaque tous les 3 héros. Et si on joue une partie à 4 joueurs, il attaque les 2 derniers joueurs qui viennent de jouer. Fait que soit les compagnons des 2 derniers joueurs, soit les 2 derniers héros, soit ils font défausser des 2 cartes aux 2 derniers héros. Comme je suis en solo, c'est moi seulement qui attaque. Ils ont roulé le casque, donc ils attaquent mes compagnons. Ça tombe bien, j'en ai un. C'est un ensorceleur. Il a 20 points de vie, 5 d'armure. Fait que comment ça fonctionne? On va commencer par appliquer les effets de tous les personnages, de tous les monstres. Fait que lui, il me dit, on ignore l'armure. Donc, il n'y a plus 20 plus 5, il y a juste 20. On ignore l'armure. Lui, on me dit, ben, les cibles touchées vont défausser une carte de leur main. Heureusement, le compagnon, il n'y a pas de main. L'autre effet va avoir l'autre monstre peut avoir un effet également. Fait qu'on applique tous les effets. Ensuite, chacun des monstres va attaquer. Fait que ce monstre-là, il attaque à 3 dés rouges pour une valeur de 20. Ce monstre-là, il attaque à 4 dés rouges pour une valeur de 15. Et le monstre qui est en haut attaque également à 4 dés rouges pour une valeur totale de 20. Ça, c'est pas un dé rouge, c'est un dé vert. Donc, pour une totale de 20. On additionne 15 plus 20, 35 plus 20, 55. Ça bat sa valeur. Ce compagnon-là est éliminé.
Donc, ce qu'on retient pour les attaques de monstres quand ils s'activent, c'est qu'une fois qu'on sait qui est leur cible, fait que moi ou mes compagnons ou les deux, on va additionner, on va appliquer leurs effets, puis ensuite on va additionner leur valeur d'attaque. Fait que c'est important de ne pas laisser trop de monstres s'accumuler, surtout s'il y a des monstres qui ont l'habileté d'ignorer la défense, parce que là, ils vont pouvoir nous éliminer relativement rapidement. À préciser que si je n'ai pas de compagnon puis que c'est le dé de compagnon qui est roulé, ils vont m'attaquer moi à la place. Fait que si j'ai pas de compagnon, j'ai littéralement 5 chances sur 6 d'être attaqué. C'est important d'essayer de se trouver un compagnon si on en est capable pour qu'il puisse absorber quelques coups à notre place. Si par contre, à l'inverse, disons qu'il y avait eu juste un monstre et qu'il avait roulé ceci, fait qu'il y a juste un monstre puis il a roulé 15, il est en bas de la valeur de 25 que ça prend pour éliminer mon compagnon, le monstre ne fait tout simplement rien du tout. Il n'y a pas de compteur de points de vie, il n'y a pas de rappel de ce qu'ils ont subi. Ça doit être éliminé d'un coup ou ce n'est pas éliminé du tout. Fait que si j'ai réussi à m'arranger pour que mon druide, mon ensorceleur, dis-je, reçoive des coups de moins de 25, il va survivre plus longtemps. Et c'est à ce moment-là que je serais potentiellement tenté de jouer certains effets défensifs où je pourrais jouer des effets de potion. Il y en a un petit peu partout dans l'intérieur du jeu. Par exemple, peut-être que j'ai cette potion de dextérité-là dans les mains qui va donner un 40 d'armure de plus à une cible qui se fait attaquer. Je peux avoir des effets ici, par exemple, qui va rajouter un certain nombre de points de vie. Ça, c'en est justement un effet qui peut ressusciter, mais qui va ajouter un certain nombre de points de vie à un joueur ou à un compagnon au moment où il se fait attaquer. Fait qu'une fois qu'on a résolu le tour des monstres comme ça en calculant la valeur d'attaque puis en voyant si on est encore debout, je reprends mon tour de jeu puis on continue comme ça, comme je l'ai déjà expliqué, jusqu'à la fin de la partie. Dernière chose qui va me rester à dire dans les parties multijoueurs, c'est la résurrection, comment ça fonctionne. Si j'ai été éliminé puis qu'il y a d'autres joueurs qui restent encore debout, la partie n'est pas encore terminée. Et là, potentiellement qu'un autre joueur pourrait jouer une carte de résurrection pour me ramener. Quand je suis éliminé, je perds tous mes compagnons, mais je garde tous mes équipements. Je dois révéler ma main complète de cartes que j'ai en main à tous les joueurs et les joueurs à leur tour de jeu vont pouvoir venir échanger avec une carte de ma main pour continuer. Quand ça va revenir à moi, s'il y a encore d'autres joueurs qui sont debout, je peux décider de revenir en jeu. Ça me coûte 2 points d'attribut et je vais piger 2 monstres que je rajoute sur le plateau, mais ça me permet de revenir en jeu. Fait que je récupère mes cartes en main, je réactive toutes mes compétences, tout mon équipement, j'ai juste plus de compagnons si j'en avais un, puis je peux continuer à jouer comme ça. Si jamais dans le avant, puis je vais revenir en jeu après le prochain tour des monstres. Si tous les joueurs ont été éliminés avant que je revienne en jeu, je reviens pas, on va avoir quand même perdu la partie. Et ça fait le tour des règles de Hellbringer. Fait que j'espère que ça a été clair pour toi. J'espère que ça t'a permis de montrer, de savoir comment jouer pour voir si c'est quelque chose qui t'intéresse une fois que tu vas voir le projet en ligne. Fait que si je résume les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de placement de cartes où tu vas avoir à piger des cartes, tu vas avoir à progresser dans un deck de cartes pour passer certains étages puis aller chercher le boss. Les cartes que tu vas piger, ça va être des compétences que tu vas équiper, de l'équipement que tu vas aussi équiper, des potions qui vont améliorer tes effets offensifs ou améliorer tes effets défensifs. Tu vas piger des compagnons que tu vas pouvoir équiper, puis tu vas piger aussi des monstres que tu vas placer sur un plateau que tu dois éliminer. C'est un jeu où on additionne tous les dégâts qu'on fait, c'est pas un jeu où on compte son nombre de points de dégâts qu'on fait, qu'on va additionner différentes attaques, puis les monstres vont faire la même chose, vont additionner différentes attaques ensemble pour nous attaquer. C'est un jeu quand même assez difficile. Fait que là, à toi de voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Dans la boîte de base, il y a, je pense, 8 compagnons qu'on peut utiliser, un nombre de compagnons différents qu'on va pouvoir utiliser. Il y a beaucoup de cartes différentes, d'effets différents, de sorts, de combos. C'est un jeu où tu vas essayer de te ramasser avec 10, 12, 15 points d'action pour éventuellement être capable de battre le boss. Il y a 6 personnages. Ce que je viens de vérifier, il n'y en a pas 8, il y en a 6. Il y en a peut-être d'autres qui vont sortir. Mais donc, c'est un jeu où tu vas essayer de te ramasser avec un grand nombre de points d'action pour faire un combo entre tous tes effets de cartes puis éliminer le boss. Fait que voilà, j'espère que ça t'a permis de te faire une bonne idée. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si c'est pas encore fait, viens t'abonner à notre chaîne YouTube, viens nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas te supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel qu'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi.